Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Si vous vous sentez étouffé et surmené par l'ambiance stressante, la pollution et le bruit de la région parisienne, pourquoi ne pas changer de vie et prendre un grand bol d'air dans un nouveau cadre de vie proche de la mer, accueillant et vous permettant de faire carrière? Ce train de vie idéal, vous le trouverez dans le département du Calvados. Une multitude de paysages, un accès privilégié à la mer, mais aussi à la campagne et aux régions vallonnées, ainsi qu'une offre de loisirs culturels et sportives très variée. Alors n'attendez plus pour démarrer votre nouvelle vie dans le Calvados et laissez-vous accompagner par Accueil Installe Calvados, un service d'accompagnement entièrement gratuit mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados, destiné à tous les actifs, que vous soyez salarié, cadre, porteur de projet, peu importe votre secteur d'activité, que vous ayez déjà pris la décision ou envisagez simplement de venir vous installer dans le Calvados. Accueil Installe Calvados vous fait découvrir votre futur cadre de vie, vous aide à la recherche d'emploi pour votre conjoint, facilite votre recherche de logement et vous accompagne aussi dans les démarches d'inscription scolaire de vos enfants. Le Calvados vous attend les bras ouverts, alors n'hésitez plus et rendez-vous dès maintenant sur le site internet www.vivredanslecalvados.com pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Léa Torres. Après avoir travaillé en tant qu'avocate spécialisée en droit du sport, Léa a fondé le podcast I Am an Equestrian et l'agence de communication Éclat Agency, spécialisée dans la création de podcasts. Après le bac, Léa ne sait pas trop quoi faire. Poussée par sa famille, elle se dirige vers la fac de droit pour faire comme sa tante, avocate. Elle se spécialise en droit du sport car elle est passionnée par l'équitation. Elle rate le barreau. Une claque, c'est son premier échec. En attendant de le repasser l'année d'après, Léa décide de lancer avec une amie d'enfance un podcast pour les amoureux des sports équestres, I Am an Equestrian, où elle interviewe les personnalités inspirantes des sports équestres. Le podcast gagne rapidement en notoriété et de nombreuses entreprises lui demandent de l'aide pour produire leur propre podcast. Parallèlement, elle repasse le barreau et obtient le concours d'entrée à l'école d'avocat. Léa devient avocate, mais son stage final se passe très mal et elle décide de quitter la profession. Aujourd'hui, Léa est host du podcast I Am an Equestrian et a fondé son entreprise Éclat Agency, spécialisée dans la production de podcasts et la stratégie digitale. Alors avec Léa, on a évoqué sa passion pour l'équitation, le milieu austère des cabinets d'avocats, son bore-out en stage, comment elle a lancé son podcast pour faire face à son premier échec, sa vision sur l'évolution des podcasts et ses projets futurs pour son agence. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Léa. Bonjour Léa, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci beaucoup. Je suis très honorée du coup de ton invitation dans ton podcast et puis très heureuse de pouvoir répondre à tes questions. Alors j'ai hâte d'en savoir plus. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, c'est compliqué de décrire mon métier actuel, mais pour faire le plus simple possible, j'ai créé une agence de communication digitale, stratégie de communication, etc. On y reviendra, qui s'appelle Éclat Agency en 2020, associée donc avec une amie, Lorelai. On est donc deux associés sur cette société et dont je suis la gérante. Voilà. Et tu n'avais pas du tout fait des études de communication avant, tu étais dans le droit. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant et puis comment tu avais eu envie de faire du droit ? Ouais, alors c'est une longue histoire et en fait la chronologie est hyper importante parce que il y a eu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Mais alors, donc pour revenir en arrière, en effet, donc j'ai pas du tout fait d'études dans la communication. Quand j'étais au lycée, j'ai l'habitude de dire que j'étais plutôt mauvaise en tout, bonne en rien. J'avais pas de domaine de prédilection, j'étais
pas très bonne en maths, clairement. J'écrivais pas trop mal, mais j'étais pas non plus une grande littéraire. Je me suis débrouillée comme ça. J'ai eu une mention assez bien au bac, etc. Et je savais pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, s'il y avait quelque chose que je voulais faire, je voulais être veto. Sauf que j'étais nulle en maths. Donc clairement, s'il y a un endroit où j'étais nulle, c'était en maths. Je pense avec du recul que quand on veut, on peut, et que finalement, peut-être j'aurais pu essayer. Mais bon, ça s'est pas présenté, mais c'est vrai que j'aurais aimé faire ça. Et donc, mon père m'avait conseillé de faire du droit. Il m'a dit, c'est bien, fais du droit, tu seras avocate. Machin. Ma tante était avocate. Donc, voilà, un peu le stéréotype de l'avocat qui a une très bonne situation, qui, voilà, travaille pour des causes, etc., etc. Et c'est parce que toi, tu ressemblais à ta tante ou pourquoi on avait décidé que toi, tu ferais avocate Non, alors, alors, on est 4 dans la famille. Ma grande sœur avait fait une école de commerce. Ensuite, alors, moi, je suis la deuxième. Mon frère s'est destiné ensuite à des études dans dans l'ingénierie, et ma petite sœur fait Sciences Po. Mais bon, c'était pas du tout destiné à ce moment-là, hein, pour le coup. Mais non, je sais pas, parce que finalement, quand tu fais pas médecine, enfin, c'est un peu cliché, mais quand tu fais pas médecine, tu fais du droit ou une école de commerce. Et pour le coup, euh, je me voyais pas faire une école de commerce. Enfin, j'en avais pas l'envie à ce moment-là, je pense. J'étais très studieuse, très organisée. J'ai toujours été comme ça, très consciencieuse et tout. Et donc, c'est vrai que la fac me faisait pas peur. Et voilà, le droit. Bon, bah, j'ai fait du droit. Voilà. J'avoue que je sais pas vraiment pourquoi j'ai fait du droit. Mais bon, ça m'a plu. Il faut savoir que je suis allée dans une toute petite fac de droit, puisqu'en fait, j'étais à l'université Jean Moulin Lyon 3, mais sur le campus de Bourg-en-Bresse. Donc, une toute petite fac où première année, on était 100, 120. Très rapidement, on n'était plus que 50 dans l'amphi. Donc, c'était un peu comme si on était au lycée, quoi. Et ça, c'était super, avec des profs qui venaient de Lyon 3, donc des profs géniaux, avec une super bonne ambiance. On était très impliqués dans la vie du campus. Ensuite, j'ai fait partie du bureau des étudiants, etc. Donc, je me suis éclatée. C'était vraiment super. On avait une super bande de copains et tout. Donc, j'ai adoré mes années de fac de droit. Sauf que, à la fin de ma licence, je savais toujours pas trop ce que je voulais faire, clairement. J'avais eu une prof en troisième année de droit géniale en droit social. J'avais des trop bonnes notes en droit social, j'étais trop forte, j'aimais trop le droit social. Enfin, je croyais que j'aimais le droit social. Et en fait, je suis allée faire donc mon master 1 à Lyon parce que Bourg s'arrête donc à la licence. Donc, je suis allée à Lyon, ce qui m'a quand même changé la vie parce que moi, il faut savoir que je viens de Bourgogne, une toute petite ville de Bourgogne. Donc, Bourg, ça allait. Je me retrouvais un peu dans une ville pas trop grosse. Mais Lyon, pour moi, c'était tout de suite plus important et ça m'a un peu fait peur. Donc là, pour le coup, je me retrouvais dans un gros amphi, dans un master qui était très, très compétitif, où on se marchait dessus les uns les autres pour essayer d'être le meilleur et avoir le meilleur master 2, parce qu'il y a une sélection après le M1. Et moi, ça m'a pas du tout plu. J'ai eu beaucoup... Enfin, ouais, ça a commencé à me dégoûter à ce moment-là, honnêtement. Ça a été très dur. Vraiment une année difficile où c'était tellement dur que j'ai dû aussi un peu réduire mon activité sportive, donc l'équitation, qui est pour moi, je pense qu'on y reviendra, mais un équilibre hyper important. Et donc, je l'ai très mal vécu. Enfin, ça a été une année très, très compliquée. Et donc, en Master 2, j'ai fait le choix Enfin, je me suis beaucoup posé de questions et je me suis dit, bah, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Le droit, visiblement. Enfin, voilà, j'en étais là. Et j'aimais le sport et le sport de haut niveau. Donc, je me suis dirigée vers un master en droit du sport. Et donc là, je suis allée faire mon master en droit du sport à Dijon, à l'université de Bourgogne. Et là, bah pareil, j'ai adoré. Je me suis retrouvée dans un tout petit master. On était 18 avec 16 garçons, où c'était vachement plus pratico-pratique. J'ai appris beaucoup de choses avec des profs géniaux là encore et tout. Donc là, ça m'a réconciliée, clairement. Et puis j'ai fait mon stage de fin d'année, donc de fin d'études, pardon, fin de master 2 à la Fédération française d'équitation dans le service juridique. Donc là, pour ceux qui montent à cheval, ça leur parlera. Je suis allée à La Motte-Beuvron. Donc c'est le fief de la Fédération française d'équitation où il y a tous les championnats de France, etc. C'est vraiment le lieu du cheval. J'ai emmené ma jument avec moi. J'ai fait ma vie. J'ai pris un appart et tout. C'était une bonne expérience, mais ce que j'ai fait m'a pas vraiment plu.
voilà, je m'épanouissais pas à fond. Bon, ça a commencé déjà un peu à... J'étais pas épanouie, voilà. Je peux pas dire que j'aimais pas, je peux pas dire... voilà, c'était pas le kiff total, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait du droit du sport? Parce que c'est vrai que moi, je connais pas trop. Eh ben alors, on fait... Alors, il y a quand même une grosse spécificité en droit du sport, c'est notamment les contrats de travail, pardon, des sportifs et notamment des footballeurs, parce que c'est ce qui prend le plus de place, ils ont des contrats très spécifiques. Après, il y a aussi pas mal de droit public avec la gestion des établissements sportifs, etc. Et puis, il y a aussi la grosse spécificité dans le sport qui est les clubs sportifs, les clubs régionaux, les fédérations, etc. Et c'est toute une institution en fait en pyramide et qui est très différente d'un autre droit plus particulier. Qu'est-ce que tu faisais en stage? C'était quoi ton quotidien? Je suis arrivée en stage au moment de la réforme des régions, quand les régions se sont fusionnées, quand l'Auvergne est devenue l'Auvergne-Rhône-Alpes, quand la Bourgogne-Franche-Comté, etc. Et donc, les comités régionaux ont aussi fusionné. Et donc là, il y avait pas mal d'enjeux juridiques. Donc j'ai beaucoup bossé là-dessus. J'ai bossé aussi sur les commissions dopage et sanctions disciplinaires. Donc ça, c'était intéressant. C'était vraiment ce qui m'a d'ailleurs le plus plu, mais il y en avait assez peu. Et après, je faisais beaucoup de veille. Je rédigeais des fiches pour les dirigeants de centres équestres, des fiches juridiques. Si vous êtes dans telle situation, voilà ce que vous devez faire ou comment, etc. Voilà, c'était très... j'arrivais à 9h. Je partais à 13h, je revenais à 14h, je finissais à 18h. Voilà, très cadré, très institutionnel et tout. Donc, bon, voilà, je suis repartie de la fédération 6 mois plus tard. J'avais vraiment engrangé de l'expérience et j'étais très, très contente de ce stage, mais pas totalement épanouie. Donc, voilà. Et ensuite est venu le temps que je passe donc le fameux CRFPA, donc examen d'entrée à l'école des avocats, qui est un examen qui est très difficile, qui est très très difficile, qui est à mon sens très mal fait, dans le sens où déjà, moi je l'ai beaucoup comparé à l'examen d'entrée à la médecine, à la fac de médecine. Pour moi, je trouve que, alors c'est vraiment mon avis qui ne tient qu'à moi, mais je trouve que c'est mieux de passer un examen en première année et de se dire, bah derrière, enfin, ça va être dur, mais bon, je sais où je vais. Là, on arrive en master 2, donc après un bac plus 5. Et en fait, si t'as pas de l'examen, t'es juriste, ce qui est très bien. Tu peux être juriste dans des grosses boîtes et gagner un salaire qui est totalement convenable et tout. Mais du coup, tu seras jamais avocat ou magistrat, quoi. Et du coup, déjà, moi, je trouve ça un peu frustrant. Et en plus, tu le passes début septembre, donc tu passes un été chaotique, clairement. Tu te retrouves à avoir les résultats des écrits fin novembre, fin octobre, à passer l'oral début décembre. Et en fait, si t'as, comme moi, donc c'est ce qui s'est passé, j'ai eu les écrits, ce qui était déjà incroyable, enfin, pas incroyable, mais à Lyon, je l'ai passé à Lyon, c'est un taux de réussite qui était très, très bas. Donc vraiment, j'étais très très contente d'avoir eu les écrits du premier coup, mais j'ai complètement paniqué à l'oral et j'ai pas eu l'oral. Et là, donc je me suis retrouvée début janvier sans rien, vraiment avec un premier gros échec scolaire et même dans ma vie de manière générale, et vraiment déprimée. Enfin vraiment, ça a été très 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 dur pour moi. Donc, c'est là que tout s'est un peu enchaîné. On a eu l'idée avec Lorelai, donc qui est une amie de longue date, de créer un podcast. Parce qu'elle écoutait énormément de podcasts. Elle m'a un peu filé le truc. J'en écoutais beaucoup sur l'entrepreneuriat. Ça commençait déjà à me... Voilà. Et on s'est dit, dans les sports équestres, il n'y a pas de podcast, ça n'existe pas. Et du coup, on s'est dit, on va créer un podcast. Voilà. Mais alors, bon, je suis désolée, il faut que je revienne un peu en arrière parce que si je veux expliquer un peu ce qui se passe, il faut que je vous parle un peu des chevaux et de l'équitation. Moi, j'ai commencé à monter à cheval quand j'étais très jeune et quand mes parents se sont séparés. Enfin, quand mes parents se sont séparés, ça a pris une place encore plus importante dans ma vie. Je me suis vachement réfugiée dans les chevaux et j'ai toujours été passionnée par ce milieu. Et puis, par chance, je suis toujours tombée dans des écuries où on faisait quand même du sport d'assez haut niveau.
voilà, c'était pas de l'équitation loisir. Voilà, c'était de l'équitation pour aller en compétition et tout. Et donc ma mère adorait les chevaux. Elle s'est vite pris au jeu à nous louer des poneys, nous acheter des poneys, puis ensuite nous acheter des chevaux. Donc on a eu nos propres chevaux. Donc je dis nous, ma sœur Pauline et moi. Et donc passionnée par ce milieu, avec du coup pas mal de réseaux, des gens importants. Finalement, vu que j'étais dans un écosystème assez haut niveau. Et donc, quand on a voulu créer le podcast, on était passionnés, on montait à bon niveau amateur. Moi, j'ai toujours été amateur. Hein. Et donc, on avait du réseau et donc on s'est dit, on va créer un podcast. Voilà, on va créer un podcast dans les sports équestres. Sauf qu'on avait zéro compétence, clairement, zéro matériel, zéro... Enfin, on savait pas du tout où on allait, mais on s'est dit on va le faire. Mais on n'a pas voulu du tout le faire dans une optique de gagner de l'argent ou quoi. Et t'avais pensé à faire un peu plus agent pour justement des personnes qui montent à cheval, ou tu vois quelque chose de plus en lien avec le cheval, mais plus directement? En fait, oui, c'est une bonne question parce que quand on a un master en droit du sport et le diplôme d'avocat, donc que j'ai eu plus tard, on est pratiquement automatiquement, il y a une passerelle pour devenir agent sportif. Il n'y a pas besoin de passer le concours de la fonction publique, etc. Et donc, oui, je me suis posé cette question et surtout en parallèle, depuis très longtemps, enfin depuis des années, j'avais créé le compte Insta de mon meilleur ami qui est cavalier de haut niveau, qui est cavalier professionnel. Et du coup, j'ai commencé petit à petit à gérer sa communication, ses partenariats, ses relations presse, etc. Et donc, indirectement, j'étais un peu agent de cavalier. C'est un grand mot pour décrire ce que je fais, mais c'est un peu ça. Et ça te plaisait? Ah ouais, de ouf, à tel point que j'ai développé cette activité. Dans l'agence, aujourd'hui, on s'occupe de donc Romain, qui est mon meilleur ami, toujours, et de 3 autres cavaliers de haut niveau actuels et donc qui montent sur des compétitions de niveau 3, 4 et 5 étoiles, donc les plus grosses compétitions sportives. Donc oui, j'ai complètement continué et j'adore ça. C'est vraiment une facette de mon métier que j'adore. Et alors, donc, tu décides de créer le podcast en attendant de repasser le CRFPA. Comment ça se passe dans ta tête? C'est pour un moment donné ou tu te dis vraiment tout de suite, ça va durer dans le temps? Alors, le podcast, on n'avait pas, c'est ce que je disais, on n'avait pas l'ambition ni de gagner de l'argent, ni d'en faire notre métier. C'était un peu, Lorlaï, Lorlaï, donc, qui est mon amie et associée aujourd'hui, elle avait vraiment sa vie professionnelle à côté. Elle travaillait. Et voilà, moi, du coup, j'étais un peu entre deux. On a fait ça, mais non, on s'est pas posé. En fait, on s'est posé aucune question. Et moi, par contre, dans ma tête, je voulais aller au bout de mes études et je voulais repasser le concours d'avocat. Je savais que ça commençait à pas trop me plaire, mais je me suis toujours dit, t'as pas fait tout ça pour rien, donc faut aller au bout. Donc, comment ça s'est passé? On a créé le podcast en 2019, le 1er mai 2019. Donc, avant de le lancer, on a fait une plateforme de crowdfunding. On a demandé à nos familles et amis d'investir. Alors, c'était une somme toute petite. Il nous fallait genre 3 000 € pour acheter le matériel. Mais on a eu tous nos amis, notre famille qui ont participé. On s'est acheté le matériel. On a pris notre voiture. On est allé à Bois-le-Roi, donc... qui est une des plus grosses écuries en France, parce qu'en fait, le créateur de l'écurie de Bois-le-Roi est un ancien champion olympique et les 3 enfants, mais 2 enfants sont cavaliers de très haut niveau. Donc, on est allé interviewer le premier, donc qui s'appelle Thierry Rosier, qui nous a complètement lancé. On est arrivé, on a posé nos petites questions. On savait pas du tout à quoi s'attendre. On savait pas comment faire. Et en fait, le podcast a été génial, clairement génial. On a lancé le podcast le 1er mai 2019. On a lancé les 3 premiers épisodes. On avait bien choisi nos invités. On avait choisi des invités qui avaient de l'influence sur les réseaux sociaux, qui étaient intéressants. On a quand même bien tourné notre interview, nos podcasts, etc. On a fait un truc de qualité et on a sorti. Et là, ça nous a clairement dépassé en fait, parce que le podcast il a connu un succès qu'on n'imaginait pas du tout. Donc voilà. Entre-temps, là, pour finir sur mes études de droit, je continue donc dans mon idée de repasser le concours d'avocat. Je me réinscris dans un IEJ, donc un lieu pour passer le concours plus facile entre guillemets, avec des meilleurs taux de réussite, pas trop haut, mais parce que bon,
ceux qui ont fait du droit savent quel est le système, mais en gros, si tu vas dans une fac où les taux de réussite sont trop bons, c'est pas une bonne stratégie. Et donc, je suis allée dans un IEG où les taux étaient plutôt normaux. Donc, à Dijon, j'ai repassé le concours et je l'ai eu. Et j'étais trop heureuse. Et en même temps, au même moment, j'ai fait, en fait, sur la même année, c'est compliqué, hein, je suis désolée, sur la même année, j'ai fait un master spécialisé à l'EM Lyon en entrepreneuriat. Parce que du coup, j'avais découvert le milieu de l'entrepreneuriat et j'avais adoré ça. Et je m'étais dit, je veux pas, si jamais j'ai pas le concours de nouveau, me retrouver sans rien. Donc, j'ai couplé ma préparation au CRFPA à une année en master spécialisé à l'EM Lyon. Ouais, en école de commerce, ouais, du coup. En école de commerce. Donc, j'ai enfin découvert ce qu'était une école de commerce. J'en ai pas trop profité. Clairement, j'aurais aimé faire la fête, etc. Mais vu que je passais le concours en même temps, bah, j'en ai pas trop profité. Mais ça m'a apporté. Donc, c'était cool. Et j'ai eu le concours. Et ensuite, j'ai fait mon école pour finir. Et ensuite, j'ai fait un stage final qui a été chaotique. Et là, si j'étais commencé à être dégoûtée du droit, ça m'a lessivée, clairement. Ouais, la goutte d'eau, quoi. Ah ouais. Ouais. Je suis arrivée dans un cabinet droit social, droit du sport à Lyon, où, dans lequel l'avocat en question, je pense, ne m'aimait pas. Pour une raison ou pour une autre, que je ne peux pas du tout décrire. Ouais. Pourtant, je suis vraiment quelqu'un de très sérieuse, consciencieuse. Partout où je suis passée, ça s'est toujours très bien passé. Enfin, dans la vie quotidienne, je suis bien élevée. Enfin, voilà, je fais pas de vagues, voilà. Et du coup, c'était très compliqué pour moi de comprendre pourquoi ça se passait pas bien. Qu'est-ce que j'avais fait et franchement, j'ai passé 6 mois. C'était horrible. C'était vraiment très, très mauvaise expérience. Et tu étais toute seule avec lui? C'était le seul avocat? Non, c'était un cabinet où il y avait 3 avocats associés et 2 collaboratrices. Et heureusement, ça se passait bien plutôt bien avec les autres. Mais bon, mon avocat référent, c'était lui. Et en fait, bah, ça passait pas. Et ça passait pas. Et il me donnait pas de travail. Donc, alors, moi, j'ai entendu enfin, je sais que dans des cabinets d'avocats et les stages de fin d'études, on est plutôt utilisé à tort et à travers, à finir jusqu'à 23h, etc. Moi, c'était pas du tout mon cas. C'est-à-dire que j'arrivais le matin, je savais pas ce que j'allais pouvoir faire et je repartais le soir et j'avais pratiquement rien fait, quoi. Et je passais des journées à demander du travail, il se passait rien, à essayer d'aider et en fait, j'ai rien appris. Clairement, j'ai rien appris. Ouais, je l'ai très mal vécu. Et encore quand j'y pense aujourd'hui, j'en ai la boule au ventre. C'était vraiment une très mauvaise période. Ouais. En plus, ce qui est horrible, c'est que, bon, moi, ça a été mon cas aussi. Je me suis déjà retrouvée sans travail en cabinet d'avocat. Et ce qui est horrible, c'est que tu peux pas partir quand même avant 19-20 heures parce que sinon, c'est mal vu. Donc, la journée, c'est vraiment très, très long. Mais moi, je faisais ça. Du coup, au début, j'attendais. Je me disais, j'attends. Et en fait, à un moment, j'ai dit, c'est bon, quoi. J'ai rien à faire. Je pars à 18h. Enfin, en fait, à un moment, j'en avais marre. Donc voilà. Mais très mauvaise expérience et ça m'a vraiment dégoûtée. Et je pense honnêtement avec le recul qu'à ce moment-là, j'aurais pu reswitcher si j'avais aimé mon stage et tout, j'aurais pu retourner dans le droit. Et du coup, bah, ça s'est pas passé. Et j'ai rencontré tellement à ce moment-là de jeunes avocats au tribunal qui me disaient j'ai 2 ans de barreau, j'arrête, j'en peux plus, j'aime pas ce métier, je supporte pas. Et en fait, le cliché d'avocat a été complètement déconstruit, enfin pour moi en 6 mois, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le métier que j'imaginais. Ouais. Ben, je pense qu'aussi les avocats, bon, ça fait grosse généralité, mais sont vraiment nuls en management. Ah oui. Et aussi, en général, c'est pas forcément des gens qui sont très bons communicants, Ouais. tu vois. Ils s'enferment un petit peu, du coup, ils ont du mal à déléguer. Toi, si tu as besoin de travail, il faut vraiment que tu insistes. Ils managent mal, donc c'est vrai que c'est une ambiance qui est assez compliquée. Et je pense que c'est que des personnes qui sont assez renfermées, enfin, tu vois, enfermées. Ouais. En fait, je sais pas vraiment comment décrire ça. Je pense que en fait c'était pas fait pour moi aussi.
c'est quand même c'est un métier où on est très seul, finalement, où on a peu de contact. Alors, on a le contact avec le client, on a le contact au tribunal et tout, mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de contact. Oui, c'est beaucoup par mail. Ouais. Il y a peu d'interaction, ouais. Et puis en fait, bah, enfin, après moi, je veux pas dépiter les gens là-dessus, mais c'est vrai que moi, je pense que ça me correspondait pas. Il n'y a pas de créativité. Enfin, il n'y a pas de, voilà, je sais pas comment expliquer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce qui est très drôle, c'est que tous mes copains de la fac, à l'époque, on était une bande de 8. Il y en a qu'un qui est resté dans le droit. Et on a tous fait du droit. Et pour des raisons, pour d'autres, hein, certains ont bifurqué avant, se sont rendus compte que c'était pas pour eux. Certains ont eu le concours d'avocat, ont exercé, voire même parfois le barreau de New York. Enfin, pour un d'entre nous, il a eu le barreau de New York. Il a exercé dans un très gros cabinet à Paris. Au bout de 3 mois, il a arrêté. Voilà, moi j'entends quand même de plus en plus que le métier il est dur et il est pas ce qu'on imagine en fait. Il est pas ce qu'on imagine. Parce que toi, t'imaginais quoi? Bah je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'imaginais en fait. Moi, ce que j'imaginais, parce que pour moi c'était quand même c'était important d'avoir une situation financière. Une bonne situation financière. Moi, je viens d'une famille où mes parents ont toujours bien gagné leur vie, nous ont toujours fait passer en premier. On a été hyper gâtés. Enfin, franchement, là-dessus, voilà. Et donc, je voulais bien gagner ma vie. Donc déjà, c'est un critère pour moi. Et je m'en cache pas. Et en fait, déjà, clairement, on gagne pas bien sa vie. Enfin, aujourd'hui, on gagne pas bien sa vie. Je pense qu'il y a 20 ans ou 15 ans, un avocat gagnait bien sa vie, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Clairement, moi, je vois mes copains avec qui j'ai fait l'école d'avocat, qui aujourd'hui sont collaborateurs, ils gagnent moins bien que moi aujourd'hui, qui ai créé ma boîte. Et je gagne pas des sommes mirobolantes non plus, hein, donc voilà. Et puis, je trouve qu'en fait, quand on est collab, on est maltraité, quoi. Franchement, il y a beaucoup de retours d'expérience comme ça. Alors, ce que je dis, j'ai pas envie de dire ça parce que ça sert pas du tout la profession. Euh, et je veux pas du tout dégoûter les gens parce qu'il y a aussi des gens qui adorent ce qu'ils font, adorent ça. Moi, j'ai rencontré plein de copines qui adorent leur métier, qui s'épanouissent à fond et tout, mais je pense que c'est une personnalité et des centres d'intérêt et voilà, mais c'est pas un métier facile. Je pense qu'aussi, il y a une grosse différence finalement entre les études et puis la manière d'exercer en fait. Les études sont super intéressantes et après, l'exercice, ça dépend beaucoup des personnes avec qui on travaille. Je pense que vraiment, le problème, c'est qu'il va pas forcément avoir un renouveau de la profession puisque, bon, moi, je le contacte. Finalement, toutes les personnes qui sont les plus créatives, les plus fun, les plus sympas des cabinets, c'est celles qui partent et qui se reconvertissent. Donc, je me dis, bah, ça va jamais changer puisque celles qui restent, c'est les plus... Ouais. Et alors, donc toi, tu t'es dit au bout de 6 mois, donc là, bon, 6 mois c'est long hein, quand on s'ennuie. Là, tu savais que c'était fini. Tu t'es dit bon, j'essaye même pas d'un autre cabinet ou. Eh ben non, parce qu'en fait, je retourne en arrière. Quand j'étais à l'EM Lyon en même temps que d'avoir passé le concours d'avocat, c'était le Covid. Et donc, au lieu de faire un stage, j'ai fait 6 mois d'incubation. En fait, l'année se déroulait par un an d'école et ensuite 6 mois de stage ou partir sur un autre campus ou incuber une entreprise. Et donc, nous, le podcast avait commencé à tellement bien prendre. Faut pas oublier qu'on faisait tout ça en même temps. Hein. On enregistrait des podcasts, on montait le podcast, on diffusait le podcast, on communiquait et tout en même temps de tout ce qu'on faisait à côté. Ça a commencé à tellement bien prendre qu'on a eu pas mal d'entreprises du milieu des sports et caisses qui nous ont demandé de créer leur propre podcast. Et donc, bah, nous, on a fait que de répondre à la demande. On a dit, bah, ok, pour 1, 2, 3 entreprises, on a fait ça. Et arrivé à l'EM, on s'est dit avec Lorelai, bah, on va créer une société. On peut plus faire ça en auto-entreprise. En fait, on gagnait un peu trop d'argent déjà par rapport à la limite fiscale. Et surtout, bah, on commençait à avoir l'envie de se développer. Donc, j'ai incubé la société à l'EM. Et donc, quand je suis arrivée en stage en cabinet, j'avais été claire là-dessus avec mon avocat. J'avais dit, voilà, j'ai une société
en parallèle pour laquelle je suis gérante et donc je développe l'activité qui était encore petite à ce moment-là, mais elle existe. Donc il n'y avait pas eu du tout j'avais rien caché ou quoi. Lui m'a reproché ça, d'ailleurs, il m'a dit que j'avais plus travaillé sur ma société que sur le cabinet, mais en même temps j'avais tellement rien à faire que voilà, clairement c'est ce que j'ai fait, mais voilà. Ouais, tout de suite, Ouais. il s'est mis ça dans la tête, en fait. Exactement. Et donc voilà, donc en fait, non, il y avait plus de questions vu que la boîte commençait à très bien marcher, que j'étais dégoûtée et non, il y avait plus de questions clairement et que j'en supportais plus aussi. Ça a été un critère de faire des horaires du type 9h, midi, 13h, 18h. Ça, moi, c'est un truc qui je peux pas. Enfin, c'est très compliqué pour moi de faire ça. Du coup, voilà. Du coup, il y avait plus de questions. Et est-ce que tu as eu vraiment un déclic, tu vois, un événement déclencheur où tu t'es dit, là, c'est bon, je vais faire ma société? Non, je pense qu'il y a eu un déclic dans ma vie, c'est d'avoir raté la première fois le concours et lancé le podcast. Ça a été le gros déclic. Ça a été le gros déclic. Je me lançais dans l'entrepreneuriat, en fait, même si c'était qu'un podcast, qu'un média, je me lançais indirectement dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai adoré mener un projet de A à Z, l'imaginer, le créer, etc. Et après, j'avais envie de le faire encore, même si c'était dans d'autres milieux. Alors, le cheval et les sports équestres me tiennent toujours très, très, très à cœur. Mais c'est vrai qu'on avait aussi envie de le développer dans d'autres milieux. Et voilà, je pense que le déclic, ça a été aussi ce stage qui a été un mauvais déclic pour le coup. Ça t'a conforté, ouais, dans le fait que c'était pas pour Ouais, toi. c'est ça. Et puis petit à petit, ça s'est développé comme ça. Et comment réagit ton entourage à ton changement de voix? Eh ben, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Alors, ma maman, dans qui je suis très très proche, a pas très bien accepté ce changement de voix. Elle était plutôt contente que je lance le podcast au début et tout. Voilà, ça l'amusait. Mais bon, je pense qu'elle s'était dit que c'était une passade. Voilà. Elle a vraiment forcé pour que j'aille au bout de mes études d'avocat, mais pour le coup, on était totalement en phase là-dessus, donc c'était ok. Et par contre, quand je lui ai annoncé, enfin, je l'ai annoncé depuis longtemps, hein, mais quand le jour je lui ai dit, écoute là, j'arrête, c'est sûr, enfin, j'arrête et je me lance. Là, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce qu'en fait, elle avait l'impression qu'on avait fait tout ça pour rien, que ce que je faisais, c'était pas stable. Voilà, puis je pense que c'est des études de droit. En fait, nos parents, ils ont vraiment ce stéréotype-là, je trouve, en fait, la génération au-dessus. Avocat, magistrat, c'est des beaux métiers, voilà, où tu gagnes bien ta vie, etc. Alors qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que non. Et puis, c'est surtout que j'avais envie de faire un truc qui me plaisait. Je me suis rendu compte aussi, ça a été un déclic, que faire quelque chose qu'on aime, et ça, genre, on ne le répète pas du tout assez quand on est au lycée ou en premières études supérieures. Faire quelque chose qu'on aime, ça n'a aucun prix. Ouais. Ça n'a aucun prix. Et je m'avance un peu dans la conversation, mais s'il y a quelque chose que je pourrais conseiller, genre faire quelque chose qu'on aime, et le matin, on va dans un endroit où on est bien, faire quelque chose qui nous plaît, mais ça n'a aucun prix. Je pense que justement, en fait, souvent on a peur de se reconvertir à cause des réactions de son entourage. Mais en fait, une fois qu'on le fait, on est tellement heureux de ce qu'on fait que finalement, ça n'a plus aucune importance que les autres peuvent penser parce que toi, tous les jours, tu es tellement heureux dans ce que tu fais c'est clair. Que ça dépasse finalement tout le reste. Et alors là où j'ai eu aussi de la chance, c'est que ma grande sœur est donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle a une grosse communauté sur Instagram. Et donc elle aussi s'était un peu reconvertie. Entre guillemets, elle commençait à dire qu'elle allait arrêter son métier dans la finance pour devenir créatrice de contenu à plein temps. Donc, bon, ça a préparé le terrain. Ouais, vous l'avez fait en même temps, ouais. Mais ma mère s'est quand même dit, putain, bon, ça fait deux filles sur 4 qui arrêtent leurs études. Donc, bon, non, ça a été assez dur quand même. Ça a été assez dur. Il a fallu vraiment la rassurer. Lorlaï, donc, qui est mon associée, qui connaît très bien ma mère, qui est Lorlaï, elle est un peu plus âgée que moi. Donc,
plus la vision des choses, des finances, de la vie, etc., a vraiment rassuré ma mère en lui disant, voilà, notre société va bien, on se laisse un an déjà, et après, Léa, elle pourra toujours refaire des études, enfin, elle pourra toujours retourner dans le droit, c'est pas pour rien, enfin, voilà, moi, je l'ai vraiment rassurée là-dessus. Et après, en fait, je me suis sorti un salaire, hein, donc clairement, à partir du moment où ma mère m'entretenait plus trop, ça a facilité les choses aussi. Ouais. Ouais. Oui, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu peux nous parler de toutes tes activités? Donc, tu dis qu'au début, tu as commencé à produire des podcasts pour d'autres personnes dans le milieu de l'équitation. Puis comment ça s'est continué? Ouais. Alors, au début, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que I Am an Equestrian, donc le podcast en question qu'on a créé, qui s'appelle donc I Am an Equestrian, que j'avais pas encore mentionné son nom. Oui, je mettrai tous les liens pour les auditeurs pour qu'ils puissent Donc, écouter. I Am an Equestrian, donc, qui est un podcast spécialisé dans les sports équestres, dans lequel on interviewe des cavaliers et des acteurs des sports équestres de très haut niveau, dans des discussions longues et intimes. Donc, on a à peu près à chaque fois environ 1 heure de discussion. On revient sur leur parcours, leurs succès, leurs échecs, comment ils en sont arrivés là. On parle pas du tout d'actualité. On parle vraiment, c'est une vision de la vie. L'idée, c'est que ce soit inspirant, etc. Et donc le modèle économique de ce podcast, parce qu'il y en a toujours eu un, parce que nous, notre idée, c'était quand même que ce soit rentable. On voulait pas gagner d'argent, mais on voulait pas en perdre. Donc que nos déplacements soient amortis, etc. Donc chaque épisode du podcast est sponsorisé par une marque. Donc au début de l'épisode, on a un pré-roll où on parle de la marque, etc. On fait du storytelling et tout. Et donc ces quelques entreprises-là, 10-15 entreprises du départ, qui en a travaillé, nous ont rapidement dit, nous aussi on veut notre podcast. Donc on a commencé à créer des podcasts en marque blanche, avec notre matériel qui est complètement mobile. On se déplace, nous on fait de l'enregistrement réel. On va chez le client, on les conseille sur comment est-ce qu'on pose des questions, quelle est la ligne éditoriale qu'on va mettre en place. Et ensuite, on fait toute la post-prod, donc le montage, la diffusion, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé donc pour des entreprises dans le milieu, puis ensuite on a travaillé pour un journal local qui s'appelle La Voix de l'Ain. On a travaillé pour la Chambre des notaires de l'Ain. On a travaillé on a commencé petit à petit à se développer sur plusieurs secteurs. Et puis ensuite, on a forcément développé nos activités parce que les gens nous demandaient de gérer des réseaux sociaux, de faire de la stratégie, etc. Alors moi, les réseaux sociaux, c'était donc quelque chose que je gérais avec mon meilleur ami qui est cavalier professionnel. Donc je commençais déjà depuis longtemps à gérer des comptes de cavaliers professionnels. Donc ensuite donc j'en ai eu un deuxième qui lui pour le coup fait du très haut niveau. Ensuite on en a eu un troisième, puis un quatrième. Donc on a cette activité là qui est la gestion des réseaux sociaux de cavaliers. Qui sont bien en place aujourd'hui, qu'on cherche pas à plus développer non plus parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est pas forcément le plus rémunérateur pour être totalement transparente. Nous, ce qu'on cherche à développer, c'est surtout la prod de podcast qui est notre cœur d'activité, notre plus-value. Et puis, on fait de plus en plus de stratégies. Donc, on accompagne des clients dans une stratégie de communication, stratégie marketing. On est là en conseil. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on commence à faire moins d'opérationnel qu'on a jusqu'à présent fait énormément. Et plus à être dans la créativité, dans le développement, dans la veille, dans la recherche, etc. Donc, ça, c'est passionnant. On se développe et on se forme aussi. Donc là, on s'est formé notamment sur le développement des ads méta. Là, on va se former, sur le développement des ads SEO, SIA. Donc ça, c'est intéressant. On se développe, on se structure. On a une alternante qui est là depuis septembre dernier, Jeanne, qui est une perle rare et qui est vraiment géniale. On a une deuxième alternante qui arrive en septembre. Là, on a quelques stagiaires aussi qui nous rejoignent pour la fin de l'année. Donc, tout se structure petit à petit. On a nos bureaux et voilà. Et donc, on développe l'activité. On a pas mal de projets en cours, à venir, plein d'idées surtout. Mais un sérieux manque de temps. Ouais.
Bah oui, parce que tu fais quand même énormément de choses. Ouais. Tu aurais pu imaginer tout ça quand tu t'es lancée, quand tu as lancé ton premier épisode? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je l'aurais pas imaginé. Après, c'est pas un long fleuve tranquille. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Clairement, il y a des nuits très très courtes et des nuits où on dort pas beaucoup parce que beaucoup de stress. On travaille énormément. Franchement, on travaille énormément. Mais par contre, ce que je veux souligner aussi, c'est que on a aussi fait ça pour pouvoir avoir une vie à côté. C'est-à-dire que pour nous, c'était hyper important de pouvoir continuer à monter à cheval et à monter beaucoup. Voilà. On l'a aussi fait pour avoir cette qualité de vie. Donc on travaille beaucoup, mais on vit aussi. Voilà, vraiment on s'accorde ce moment-là qui est hyper important pour nous. Et ça se passe comment avec ton associé? Eh ben, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On est amis depuis 18 ans, donc on se connaît très très bien. C'est pas facile de bosser entre amis, mais je pense que c'est pas facile enfin, je sais que ce n'est pas facile de bosser en famille, puisque je travaille aussi donc pour ma sœur. Enfin, je gère la communication et le marketing de sa marque de prêt-à-porter. C'est pas facile de bosser en famille. Je pense que c'est pas facile de bosser avec des gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, il n'y a jamais une recette idéale, clairement, voilà. Mais avec Lorelai, on est toujours d'accord sur, je vais pas dire tout, mais sur 95% des choses et sur surtout les grandes décisions ou sur une direction. En fait, souvent, on est là à se dire, ah ben, je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Et elle me répond, ah bah oui, j'y ai pensé hier, il faut vraiment qu'on fasse ça. Et en fait, on est très alignés là-dessus. Donc voilà. C'est pas facile, on est un vieux couple. Franchement, on se dispute des fois pour rien et tout, mais par contre, on est très alignés et surtout, je pense qu'on est très intelligente et que on fait les choses dans le bon sens. Et voilà, j'avais très peur de ça parce qu'on m'avait beaucoup dit, oui, vous allez finir par vous disputer, vous allez vous séparer, du coup, il y aura plus d'entreprise et tout. Et j'en avais très peur et aujourd'hui, plus du tout parce que quand on a des différends, on arrive à se parler. Et je pense que si ça doit se terminer un jour, on n'en est pas du tout là et je le souhaite pas du tout, mais je pense qu'on sera intelligente. Donc voilà. Ouais. Oui, ça sera d'une bonne façon. Ouais. Et alors, quel est ton avis sur l'avenir du podcast? Donc, tu as commencé au tout début des podcasts en France, on pourrait dire. Et puis, en ce moment, c'est vraiment le gros boom. C'est en train d'exploser. Tout le monde lance son podcast. C'est clair. Quel est ton avis, toi, un peu? Comment tu le vois? Alors, ouais, moi, 2019, il y avait très peu de podcasts, hein. Très, très peu de podcasts, très peu d'agences de prod aussi. Alors, en plus, nous, on a développé un podcast dans un milieu très rural. Donc, les gens, ils savaient pas du tout ce que c'était qu'un podcast. Clairement, faire de la pédagogie de fou. En mode, bah voilà, vous prenez votre téléphone, il y a une application qui s'appelle Podcast sur vos apps. Vous pouvez nous écouter là, Spotify, Deezer, machin. Et à force de répéter, c'est rentré. Mais ouais, aujourd'hui, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Il y a des podcasts sur tout. Et j'avoue que moi, j'en écoute moins qu'avant. Parce que je fais moins de route aussi, du coup, j'en écoute un peu moins. Mais c'est incroyable l'ampleur que ça prend. Ouais. Mais du coup, je trouve que pour nous, c'est génial parce qu'il y a de la demande. Puis maintenant, c'est un média, on n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est. Les gens savent ce que c'est. Donc non, c'est top. C'est top. Il va y avoir de plus en plus de concurrence sur les agences de prod, ça c'est sûr. Ce qu'on redoute un peu, mais bon, voilà, c'est le jeu, hein, clairement. Et c'est la concurrence qui fait aussi grandir un marché, donc c'est intéressant. Non, moi je trouve ça génial. Et en plus aujourd'hui, on lance un podcast qui est génial, je vais en parler juste rapidement, mais qui s'appelle Et en vrai c'est comment, qui est créé par une agence d'influence, donc qui gère des créateurs de contenu et dans lequel elles vont parler des dessous de l'influence avec des créateurs de contenu, avec des représentants de marques et des agents sportifs, etc. Et le podcast est génial. On a enregistré les 2 premiers épisodes. Et en fait, ça va dans cette vague-là. En fait, je trouve que ils se font complètement au marché actuel du podcast. Et c'est génial. Et du coup, nous, ça nous plaît de pouvoir développer ce genre de projet-là où on sait qu'il va y avoir une vraie audience. Donc ouais, non, c'est top. C'est vraiment top. Et il est déjà lancé ou... Oui. Aujourd'hui. Moi, je pourrais mettre les liens aussi
pour les auditeurs. C'est vrai que je pense qu'aussi on a de plus en plus envie de plus de réel, plus d'authentique. Et dans le format podcast, comme c'est un format long, on a beaucoup plus le temps, je trouve, d'aller au fond des choses. Donc, je pense que ça répond à ce besoin. Mais je pense que le Covid a vraiment aidé pour ça. Ouais. En fait, nous, on était dans une société avant Covid où on consommait très très rapidement des formats très très rapides, etc. Et je pense que la pandémie a fait que les gens ont repris le temps de vivre, le temps d'écouter, le temps de s'inspirer, de lire, etc. La pandémie a aidé le marché du podcast, ça c'est sûr, c'est évident. Et moi, j'adore le format. En fait, j'adore le format. Je peux écouter des podcasts qui durent 2h30. Ça me pose zéro problème. Je trouve que ça permet tellement de mieux connaître, de mieux comprendre les tenants et les aboutissants que ouais, c'est super. Alors, c'est une nouvelle question que je pose dans le podcast. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est dur. Le meilleur conseil que tu aurais pu écouter dans un podcast, justement j'écoutais un podcast qui n'existe plus. J'ai perdu le nom. C'était le premier podcast que j'écoutais sur l'entrepreneuriat. Et en fait, la personne disait exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, vivre de sa passion et faire quelque chose qu'on aime, ça n'a pas de prix. Et ça a été un conseil, entre guillemets, en tout cas, quelque chose que j'ai entendu qui m'a vraiment touchée. Et mon papa m'avait dit aussi une fois, et pourtant mon père, c'est pareil, hein, il a eu du mal à accepter le fait que j'arrête le droit et tout, mais il m'avait dit, si t'aimes ce que tu fais, c'est génial. Et du coup, voilà, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse entendre et donner. Donc voilà. Et je pense qu'aussi, quand on aime, ça n'a pas de prix, mais surtout quand on aime, on le fait bien. Ouais. Je trouve qu'on est vraiment meilleur dans ce qu'on fait quand on est passionné. Et je pense que du coup, on va forcément trouver un moyen d'en vivre ou de se rémunérer parce qu'on est très bon dans ce qu'on fait quand on aime quelque chose. Ouais, je crois. J'en suis sûre. Enfin, clairement, t'as raison. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Alors, nous, on pose une question dans le podcast qui est est-ce que tu penses avoir réussi et pour toi, quelle est la définition de la réussite? Et je trouve que ça se rejoint un peu. En fait, pour moi, une reconversion réussie, en fait, je suis un peu en boucle, mais c'est le fait de se dire, j'ai changé de métier. Ok, peut-être je gagne un peu moins d'argent, c'est potentiellement, mais par contre, je me lève le matin, je vais travailler avec des gens que j'aime, faire quelque chose que j'aime. Je m'ennuie pas, je découvre de nouvelles choses, je suis passionnée, je suis curieuse, etc. Pour moi, alors il y a son lot de galères, hein, clairement. Et surtout quand on se reconvertit dans l'entrepreneuriat, ça fait peur, c'est sortir de sa zone de confort à mort. C'est beaucoup de risques parce que là on est en train aussi. J'ai descendu le métier d'avocat et j'ai, à mon avis, enjolivé le métier l'entrepreneuriat. Mais attention, c'est pas facile. Je pense je dis souvent quand même qu'il faut pas se lancer à tort et à travers dans tout et n'importe quoi. Là où nous on a été bonne avec Lorlaï, je pense, c'est qu'on on est très complémentaires. Lorlaï, elle a fait un business plan, elle n'a rien oublié. Je veux dire, on s'est pas lancé sans savoir ce qu'on allait gagner, ce qu'on allait engager comme frais, quel risque on prenait, etc. Et moi, j'entends quand même beaucoup de gens dire « Ah, je lance ma boîte, je vais faire ça, machin. » Puis finalement, on se rend compte que ça marche pas. Mais parce que des fois, les gens, ils font ça un peu comme ça, sans trop savoir ce que ça implique. Donc, je pense qu'il faut être préparé, structuré, avoir la tête sur les épaules, être travailleur. Et ensuite, la reconversion réussie, c'est ça, c'est aimer ce qu'on fait et se lever tous les matins et faire quelque chose qui nous plaise. Ouais. Et ça serait quoi ton plus grand rêve pour Éclat Agency moi, j'ai envie que la société, elle continue de vivre sans nous. Sans nous. Voilà, ça, c'est mon plus grand rêve, c'est de me dire qu'on va embaucher déjà, d'avoir des gens qui travaillent pour nous, vraiment se structurer. Déjà, je veux qu'elle se pérennise. En fait, je veux que dans 5 ans, la société, elle soit toujours là. Ce sera déjà une super belle réussite.
Et après qu'elle puisse vivre sans nous, en fait, tout simplement, que ça puisse tourner sans qu'on soit forcément là tout le temps. Nous, pouvoir travailler aussi un peu moins, peut-être se focaliser sur les choses qu'on aime le plus aussi. Moi, j'adore le management. J'adore aussi travailler avec Jeanne, qui est alternante là chez Éclat, pouvoir gérer un peu son travail et tout. Donc, peut-être faire aussi un peu plus ça. Voilà, après, j'ai des objectifs de chiffres, clairement. Mais voilà, c'est déjà me dire que la société, elle grandisse, qu'on continue à se structurer, que dans 5 ans, on soit toujours là, qu'on aime toujours ce qu'on fait à ce moment-là. Et puis, ce sera déjà chouette. Oui, c'est déjà pas mal. Un grand merci Léa. Donc, je mettrai tous les liens de ton podcast, de ton agence et puis un peu aussi ce que tu as mentionné. Merci beaucoup à toi et puis longue vie aussi à ton podcast. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.